Black Hills, territoire du Dakota. Août 1883. La chaleur était un tyran pesant depuis un ciel de tôle et s'élevant en ondes vacillantes de la terre cuite. Pour Ara, 16 ans, c'était une fausse promesse. Elle savait que cette chaleur était un despote éphémère, et que sa pluie serait renversée par un froid si absolu qu'il pourrait fendre la pierre et arrêter le cœur d'un homme dans sa poitrine. L'hiver était le vrai roi de cette terre, et il arrivait. Son monde s'était réduit au contenu d'un seul coffre en cuir éraflé. À l'intérieur, niché entre les deux bonnes robes de sa mère et une petite collection de livres usés, se trouvait un mince journal enveloppé de peau huilée. C'était celui de son grand-père. Il avait été charbonnier dans le ventre sombre et humide des baleines, un homme qui comprenait la pression, la roche et la respiration lente et régulière de la terre profonde. Le journal, rempli de son écriture arachnéenne et de diagrammes angulaires étranges, était tout ce qui lui restait de ce monde, un héritage de connaissances qu'elle ne comprenait pas encore posséder. 3 jours auparavant, son beau-père, un homme dont le chagrin s'était aigri en un ressentiment caillé, avait pointé un doigt tremblant vers la porte de la petite cabane qu'il partageait avec sa mère. Sa mère, qui avait été le tampon entre eux, la douce lumière dans leurs vies exiguës, était partie, emportée par une fièvre qui avait balayé le campement de Providence un mois plus tôt. Sans elle, Ara n'était qu'une bouche de plus à nourrir, une présence silencieuse et vigilante qui lui rappelait tout ce qu'il avait perdu. Ces mots avaient été rares et cassants. « Tu n'es pas de mon sang. Je ne peux pas subvenir à tes besoins. Trouve ton propre chemin », et alors, elle avait marché. Elle s'était éloignée de la seule maison qu'elle connaissait, le coffre cognant contre ses jambes, la poussière de la route recouvrant ses bottes usées. Le campement de Providence, un rassemblement hasardeux de cabanes en rondins et de magasins à fausses façades accroupies près du ruisseau boueux, l'avait regardé partir. Elle voyait la pitié dans certains regards, le jugement dans d'autres. Une jeune femme seule avec l'hiver à l'horizon. Elle était un problème en attente, une charge qu'il finirait par devoir assumer. Personne ne lui offrit de chambre. Personne ne lui offrit de repas. Il n'offrait que le calcul froid de la survie à la frontière. Chaque âme était responsable d'elle-même. Elle ne cherchait pas la charité. Elle cherchait une chance. Sa recherche s'arrêta à 2000 au sud du campement, là où la prairie se plissait en une série de collines basses. Une colline en particulier attira son regard. Elle faisait face plein sud, une orientation parfaite pour capter le bas soleil d'hiver. Sa pente était raide mais stable, couverte d'un tapis épais d'herbe à bison dont elle savait que les racines seraient emmêlées en une toile dense et puissante. Un petit ruisseau clair s'enroulait à sa base, une ligne de vie d'eau fraîche. Ici, elle s'arrêta. Ce serait l'endroit, non pas où elle construirait, mais où elle creuserait. L'idée n'était pas née du désespoir, mais du souvenir. Elle se rappelait les histoires de son grand-père racontées par sa mère lors des nuits froides. Il parlait de la terre non pas comme de la poussière morte, mais comme une chose vivante, une grande bête lente qui gardait la chaleur de l'été au plus profond de sa chair bien après les premières neiges. Il parlait des mines qui étaient fraîches en été et, plus important encore, maintenaient une température de survie constante en hiver, protégée des vents meurtriers de la surface. Il appelait cela la respiration de la pierre. Son beau-père, comme tous les autres hommes de Providence, croyait qu'une maison était quelque chose que l'on construisait bille par bille, combattant la gravité pour élever des murs contre le ciel. Ils passaient leurs automnes à abattre des arbres, à entailler des rondins et à colmater les brèches avec de la boue et de la mousse, une course effrénée contre le premier gel. Ara regarda la colline et vit un chemin différent. Le journal de son grand-père le confirmait. Caché à la fin, parmi des croquis de bois de soutènement et de puits de ventilation, se trouvait une section sur ce qu'il appelait le « gu ». Dans sa langue galloise, cela signifiait mur ou lit. Mais ces notes lui donnaient une signification plus profonde. C'était un principe, une façon de faire de la terre elle-même votre mur principal, votre bouclier ultime. Elle ne construirait pas une maison, elle l'excaverait. Elle s'enfouirait dans le flanc de la colline, créant un dugou, une maison de terre taillée dans le sol même. Mais ce serait plus qu'une simple grotte. Le journal de son grand-père montrait une conception à la fois radicale et brillamment simple. C'était une maison construite non seulement pour s'abriter du froid, mais pour récolter et stocker activement la chaleur. D'abord, elle utilisa la petite bêche et le piolet échangés contre un médaillon en argent que sa mère lui avait offert pour marquer les dimensions. Un rectangle de 12 pieds de large et 18 pieds de long gravé dans la face de la colline. Le travail était brutal. La motte de prairie était une couverture dense et impitoyable de 2 pieds d'épaisseur par endroits, tissée par 1 million d'années de racines d'herbe. Elle apprit à la couper en grosses briques lourdes,
les empilant soigneusement d'un côté. Ce seraient ces blocs de construction plus tard. Sous la motte se trouvait une couche dense d'argile et de terre. Jour après jour, elle creusa. Le soleil tapait et ses mains, adoucies par une vie de tâches domestiques, se couvrirent d'ampoules, saignèrent, puis durcirent en cuir calleux. Son dos l'élançait d'un feu qu'elle n'avait jamais connu. Le tas de terre excavé devint une petite montagne à côté de sa cavité bourgeonnante. Les gens du campement qui sortaient pour vérifier leurs pièges ou garder leur peu de bétail s'arrêtaient et regardaient à distance. Ils voyaient une fille seule, souillée de terre, creusant un trou dans le sol. Leurs expressions passaient de la pitié à une sorte d'amusement moqueur. Ils l'appelaient « la folie d'Ara ». Le nom circulait dans Providence en chuchotements et ricanements. L'enfant avait clairement été brisé par son chagrin. Elle creuse sa propre tombe, disaient certains, c'était un spectacle triste et étrange. Un après-midi, une ombre tomba sur son travail. Elle leva les yeux, plissant les paupières face au soleil pour voir un homme imposant sur un cheval robuste. C'était Silas Blackwood, l'homme qui avait construit la moitié des cabanes de Providence. C'était le maître charpentier de la ville, un homme dont les déclarations sur l'art de s'abriter étaient prises pour parole d'évangile. Il était large, barbu, et portait la confiance inébranlable d'un homme qui travaillait avec des fils à plomb et des niveaux à bulles, qui imposait l'ordre à la nature sauvage avec sa hache et sa scie. Il descendit de cheval, ses bottes s'enfonçant légèrement dans son tas de terre fraîche. Il inspecta son trou dans le sol, les piles soignées de briques de terre, la sueur striant la poussière sur son visage. Il n'avait pas l'air amusé. Il avait l'air offensé. « Enfant, commença-t-il, sa voix étant un grondement d'autorité. Que crois-tu faire » Ahara s'appuya sur sa bêche, prenant un moment pour reprendre son souffle. « Je construis ma maison, monsieur Blackwood. » Il laissa échapper un rire court et sec qui ressemblait plus à un aboiement. « Ça ? C'est une cave à légumes, un terrier pour un renard. Tu ne peux pas vivre dans le sol. L'humidité te montera dans les os. Le gel fera gonfler les parois et tout s'écroulera sur toi pendant ton sommeil. C'est un cercueil de roches et de boue. » Elle soutint son regard, son expression illisible. « La terre est plus chaude que l'air, monsieur. » « C'est une idée de fou, répliqua-t-il, sa patience s'épuisant déjà. Une maison en rondin bien colmatée avec une bonne cheminée en pierre. C'est comme ça qu'un homme survit à un hiver du Dakota. Tu n'élèves aucun mur. Tu n'as pas de fondation. Tu creuses une fosse. Tu mourras dans ce trou. Elle pensa au journal de son grand-père, au diagramme soigné montrant le flux d'air et le transfert de chaleur. Elle pensa à ces mots sur la constance thermique de la Terre. Elle était fatiguée, endolorie, et d'aucune humeur à argumenter avec un homme dont l'esprit était aussi carré et rigide que les maisons en rondins qu'il construisait. « Mes murs feront 2 pieds de terre et 50 pieds de terre, dit-elle calmement. Les vôtres font 8 pouces de bois. Je pense que j'aurai plus chaud. » Silas Blackwood la fixa, le visage empourpré par la colère face à son insolence, face à cet enfant défiant les principes fondamentaux de son métier. Il ne voyait pas une bâtisseuse, mais une orpheline délirante succombant à la folie. « Tu es un poids mort, dit-il, la voix dure. Quand le premier blizzard frappera et que tu seras gelé ou affamé dans ce trou de boue, tu attendras des braves gens de Providence qu'ils risquent leur vie pour venir te sauver. Nous ne le ferons pas. Tu fais ton choix. Tu resteras dans la tombe que tu es si occupé à creuser. » Il se détourna sans un mot de plus, se hissa sur son cheval et s'éloigna, laissant un nuage de poussière et de condamnation dans son sillage. Ahara le regarda partir, puis retourna à son travail. Elle ramassa la pelle. Il n'avait pas tort sur le risque, mais il avait tort sur tout le reste. Elle avait une autre partie dans son plan, la partie la plus cruciale et la plus déroutante pour tout observateur extérieur. Une fois que la chambre principale de sa maison fut excavée à une profondeur de 8 pieds au fond, remontant vers une entrée de 7 pieds, elle commença une nouvelle excavation, plus étrange encore. En partant de l'endroit où son petit poêle en fonte serait placé près du coin avant du goût, elle commença à creuser un tunnel. Pas vers le haut comme une cheminée devrait le faire, mais horizontalement. Elle creusa une tranchée de 2 pieds de large et 2 pieds de profondeur, ne partant pas du fond de la grotte, mais courant parallèlement au mur avant, puis serpentant vers l'extérieur et loin de l'entrée, sur 40 pieds à travers la face de la colline. C'était un fossé long, peu profond et légèrement incliné. C'est cette partie qui scella véritablement sa réputation de folle. Un trappeur qui la vit creuser cette longue tranchée inutile secoua simplement la tête et s'éloigna en hâte,
convaincus qu'elle creusait maintenant des tranchées pour une armée fantôme. Mais pour le cœur de toute la conception, c'était cela, le gu. Dans cette tranchée, elle commença à poser méticuleusement des pierres qu'elle avait ramassées dans le lit du ruisseau. Elle construisit un long conduit creux, un tunnel coffré de pierres, mortaisant soigneusement les pierres avec un mélange épais d'argile et d'herbe. C'était un travail lent et ardu. Une fois le conduit de pierre terminé, recouvert de dalles plates, elle l'enterra, tassant la terre par-dessus jusqu'à ce que le sol paraisse presque intact, à l'exception d'une petite ouverture bordée de pierre à 40 pieds de sa porte d'entrée. Ce trou lointain, pas plus gros qu'un tuyau de poêle, serait sa cheminée. Le récit de sa folie était désormais complet dans l'esprit des villageois. La fille avait creusé une grotte puis enterré sa cheminée. C'était au-delà de la bêtise. C'était une perversion du bon sens. Le feu avait besoin de tirage. La fumée avait besoin de monter. Tout le monde savait cela. Silas Blackwood, apprenant la nouvelle, ressentit une satisfaction sombre. Il l'avait prévenu. Maintenant, la nature elle-même lui donnerait la leçon. Son feu ne s'allumerait jamais, ou il remplirait son taudis de fumée et l'étoufferait. C'était une tragédie de sa propre fabrication. Alors que l'automne commençait à peindre la prairie de nuances de rouille et d'or, le travail d'Ahara continua. Elle encadra l'entrée du Dugout avec d'épais madriers récupérés d'un peuplier frappé par la foudre. Elle posa un sol de pierre plate. Le mur avant fut construit à partir des briques de terre qu'elle avait si soigneusement conservées. Elles étaient lourdes, denses, et elle les empila sur 2 épaisseurs, décalant les joints comme un maçon. Elle laissa une petite ouverture pour une fenêtre, qu'elle couvrirait d'une peau d'animal graissé, et une plus grande pour une porte qu'elle fabriqua avec les restes du peuplier. Le toit était un treillis épais de petites branches couvertes de foin de prairie, puis surmonté des briques de terre restantes posées côté herbe vers le haut. Avec le temps, les racines se renoueraient et sa maison deviendrait une partie indiscernable du flanc de la colline vivante. À l'intérieur, l'air était frais et sentait la terre humide et l'argile. C'était sombre, mais c'était une obscurité protectrice. Elle installa son petit poêle, connectant le tuyau à l'entrée de son conduit de pierre enterré. Sa maison était prête. Ce n'était pas une cabane. Ce n'était pas une maison. C'était un repère, un terrier, un nid humain tissé dans le tissu de la terre. Elle avait son abri. Maintenant, tout ce qu'elle pouvait faire était d'attendre l'arrivée du roi. Faisons une pause un instant et éloignons-nous de la lutte solitaire d'Ahara. Devenons le narrateur, l'observateur qui voit les forces invisibles à l'œuvre. Pour comprendre le génie de ce que les gens de Providence appelaient « folie », nous devons comprendre la physique de la survie, les lois impitoyables de la thermodynamique qui gouvernaient chaque vie et chaque mort sur cette frontière. Considérez la maison de Silas Blackwood. C'était, selon les standards de l'époque, un chef-d'œuvre, taillé dans d'épais rondins de pin, chacun équarri et entaillé avec la précision d'un mètre. Les espaces étaient colmatés avec un mélange d'argile et de crin de cheval qui avait durci comme de la pierre. Elle possédait une magnifique et grande cheminée construite avec des pierres de rivière, témoignage de son talent et de sa prospérité. C'était l'image même de la sécurité et de la chaleur, mais c'était une passoire thermodynamique. C'était une machine conçue involontairement pour avoir froid. L'ennemi principal dans un hiver du Dakota n'est pas seulement la basse température, mais la perte incessante de chaleur. La chaleur, comme l'eau, cherche toujours à se déplacer d'un endroit de haute concentration vers un endroit de basse concentration. La bataille pour la survie est une bataille pour ralentir ce mouvement. L'efficacité d'un abri se mesure par sa résistance à ce transfert de chaleur, un concept que nous appelons aujourd'hui la valeur R. Les épais murs de bois de 8 pouces de la cabane de Silas avaient une valeur R d'environ 8. C'était mieux qu'une tente de toile, certes, mais c'était un bouclier lamentablement inadéquat contre un vent qui pouvait être ressenti comme un coup physique. De plus, sa magnifique cheminée était complice du froid. Alors que le feu rugissait, il consommait de vastes quantités d'air qu'il tirait de la pièce. Cela créait un courant d'air puissant. L'air extérieur froid et dense, à 30 ou 40 degrés sous zéro, était aspiré dans la maison par chaque petite fissure inévitable autour de la porte, des cadres de fenêtres, entre les lames du plancher. La famille se blottissait près du feu, le devant grillant, tandis que leur dos sentait les doigts glacés de ce courant d'air entrant. Le feu leur donnait de la chaleur radiante, mais il le faisait au prix de remplir leur maison d'air arctique. Et la chaleur qu'il produisait, la vaste majorité, peut-être jusqu'à 90%, partait directement par la cheminée, un panache d'énergie gaspillée peignant un signal fugace de vie contre un ciel impitoyable. Le feu ne chauffait pas la maison.
Il chauffait le territoire du Dakota. Pour rester au chaud, Silas devait nourrir la bête constamment. Son tas de bois, qui semblait immense en octobre, deviendrait une source de terreur croissante dès janvier. Considérez maintenant le Dugudara. Sa maison était un exercice d'efficacité radicale. Son matériau de construction principal était la terre elle-même. Les épaisses briques de terre de son mur avant, combinées au sol tassé derrière elle, offraient une valeur d'isolation difficile à calculer mais exponentiellement plus élevée que les rondins de Silas. Mais le véritable génie résidait dans la masse thermique. Le tonnage incalculable de terre entourant son espace de vie agissait comme une batterie thermique massive. Tout au long du long été chaud et de l'automne doux, le sol avait absorbé l'énergie solaire, la stockant profondément. La température de la Terre, à quelques pieds sous la ligne de gel, reste remarquablement constante, oscillant autour de 10 à 12 degrés Celsius toute l'année. Alors que l'air extérieur pouvait varier de plus de 50 degrés Celsius entre l'été et l'hiver, la Terre maintenait son équilibre lent et régulier. Sa maison n'était pas exposée à l'air glacial et brutal sur 4 côtés. Elle était intimement couplée à cet énorme réservoir stable de chaleur stockée. La Terre n'était pas quelque chose à tenir à l'écart. C'était la chose même qui la garderait au chaud. C'était un four à libération lente qui s'était chargé pendant 6 mois. Et sa cheminée, son enterré, était la partie active du système, le coup de maître que son grand-père avait esquissé dans son journal. C'était un échangeur de chaleur à contre-courant d'une simplicité profonde. Lorsqu'elle allumait un petit feu dans son poêle, les gaz d'échappement chauds, la fumée et l'air surchauffé ne s'évacuaient pas immédiatement dans l'atmosphère. Au lieu de cela, ils étaient forcés d'entreprendre un long voyage de 40 pieds à travers le tunnel bordé de pierres enterrées juste sous la surface du sol près de sa maison. Tandis que ces gaz chauds, qui pouvaient atteindre plusieurs centaines de degrés, voyageaient dans le conduit, ils étaient en contact direct avec la pierre fraîche. Les lois de la thermodynamique prenaient le relais. La chaleur circulait de la fumée chaude vers les pierres plus fraîches qui absorbaient volontiers l'énergie thermique. Les pierres, à leur tour, transmettaient cette chaleur à la terre dense environnante. Au moment où la fumée sortait enfin du conduit à 40 pieds de là, elle avait été dépouillée de la majeure partie de sa chaleur. Elle émergeait comme un mince filet d'air frais, ayant payé son loyer, comme le décrivait le journal de son grand-père. Ara avait effectivement déplacé sa cheminée du toit vers le sol. La chaleur, au lieu d'être gaspillée vers le ciel, était pompée directement dans la batterie thermique de la terre qui constituait les murs et le sol de sa maison. Le sol sous elle et autour d'elle devint un chauffage radiant massif et doux. Cela ne rendrait pas la pièce étouffante. Cela élèverait la température ambiante de toute la structure, créant un environnement stable et vivable. Elle n'avait pas besoin d'un feu rugissant. Elle n'avait besoin que d'un petit feu régulier pour garder la batterie thermique chargée. Sa consommation de bois de chauffage serait une fraction infime de ce qui était nécessaire dans une cabane conventionnelle. Silas Blackwood voyait une fille creuser une tombe. L'univers, cependant, voyait une brillante jeune ingénieure appliquant des principes oubliés de la thermodynamique avec un courage et une clarté dont toute sa communauté manquait. Il voyait de la folie. La physique voyait de la sagesse. L'hiver à venir serait le juge final et impartial. Les premières neiges tombèrent fin octobre, un léger saupoudrage qui servit d'avertissement poli. À la mi-novembre, les avertissements étaient terminés. Le roi était arrivé. Le ciel s'abaissa comme un mur d'ardoise grise, et le vent commença son long chant lugubre. L'hiver referma ses mâchoires sur le territoire du Dakota et refusa de lâcher prise. Les anciens parleraient de l'hiver 1883 pendant les 50 années suivantes. Ce ne fut pas seulement un hiver froid, ce fut un siège. Les blizzards se succédèrent, enterrant la prairie sous des couches de neige fine et sèche que le vent sculptait en congères monstrueuses. La température chuta et y resta pendant des semaines. Elle ne remonta pas au-dessus de 0. La nuit, elle tombait à -30, -40 degrés. Le mercure gelait dans les thermomètres. C'était un froid personnel, un prédateur actif qui cherchait chaque fissure, chaque faiblesse, chaque moment d'inattention. À Providence, la vie s'arrêta. Le monde se réduisit à l'espace entre la cabane et le tas de bois. Pour Silas Blackwood, cet espace devint un champ de bataille. Chaque trajet pour chercher des bûches était une épreuve brutale et punitive. Le vent déchirait ses vêtements et le froid brûlait sa peau exposée comme un fer rouge. Sa magnifique cabane, la fierté de sa vie, était devenue sa prison et son ennemi. Le froid trouvait son chemin partout. Il rayonnait de la fenêtre à simple vitrage, qui était maintenant un bloc solide et opaque. À 2000 de là, à l'intérieur de la colline,
Ahara ne faisait pas que survivre. Elle était à l'aise. Son monde était calme, immobile et chaud. Le blizzard qui faisait rage dehors était un grondement lointain et étouffé, la furie d'une bête qui ne pouvait pas l'atteindre. La température à l'intérieur de son dugout restait stable à environ 15 degrés Celsius. La terre autour d'elle, chargée par ses modestes feux, rayonnait une chaleur douce et omniprésente. Les murs n'étaient pas froids au toucher. Le sol, construit sur la terre réchauffée par le conduit souterrain, était la partie la plus chaude de l'habitation. Elle n'avait besoin que d'un petit feu, quelques bûches par jour, pour faire fonctionner le système. Son tas de bois, une pile modeste ramassée dans le lit du ruisseau, diminuait à peine. Elle avait de la nourriture, de l'eau du ruisseau, qu'elle empêchait de geler à l'intérieur, et la lumière de sa lampe à pétrole. Elle passait ses journées à lire le journal de son grand-père, à rapiécer ses vêtements et à écouter le bourdonnement régulier et silencieux de sa propre survie. Elle ressentait un profond sentiment de paix. La voix de son grand-père, un faible écho gallois venu d'au-delà des mers, semblait remplir l'espace chaud et terreux, murmurant la profonde sagesse de la pierre. Un soir de la mi-janvier, la tempête atteignit son apogée. Le vent hurlait comme une banshee et la température était descendue à moins 42 degrés Celsius avant que l'alcool du thermomètre ne gèle. Dans la cabane de Silas Blackwood, la situation était désespérée. Ils avaient brûlé le dernier morceau de bois 1 heure auparavant. Maintenant, dans un acte désespéré d'auto-préservation, Silas cassait une chaise en bois pour nourrir les flammes mourantes. Le froid dans la pièce était une présence palpable, un poids lourd et écrasant. Son plus jeune enfant toussait, un son sec et rauque qui le terrifiait. Et alors, une pensée traversa son esprit engourdi par la peur. Le souvenir de la fille folle dans la colline, la folie. Il l'avait rejetée, moquée, condamnée à mourir dans son trou. Il l'avait imaginée gelée depuis des semaines. Mais un soupçon de doute, un espoir désespéré et irrationnel commença à poindre. Et si elle n'avait pas été folle? Et si sa certitude, toute une vie de connaissance, avait été fausse? La pensée était si profonde, si dérangeante, qu'elle fut comme un coup physique. L'alternative, rester ici et regarder sa famille gelée, était impensable. Il prit sa décision. Il empila les derniers morceaux de chaise sur le feu, s'enveloppa dans toutes les couches qu'il put trouver et dit à sa femme qu'il allait chercher de l'aide. Il ne précisa pas où. Il ne pouvait se résoudre à l'admettre. Il se jeta dans le chaos blanc et hurlant du blizzard. Le voyage de 2000 fut une traversée d'un enfer gelé. Le vent projetait la neige dans un rideau horizontal aveuglant. Il pouvait à peine voir à 10 pieds devant lui. Le froid était une entité physique essayant de forcer le passage vers ses poumons pour voler la chaleur de son sang même. Il naviguait à l'instinct, gardant la ligne du ruisseau gelé sur sa gauche. Plus d'une fois, il trébucha et tomba dans des congères profondes, la neige l'aspirant comme des sables mouvants. La pensée de ses enfants, leur visage pâle et frissonnant dans la lumière mourante du feu, était la seule chose qui le poussait en avant. Il faillit la rater. La colline n'était qu'une forme blanche balayée par les vents, indiscernable de n'importe quel autre. Mais alors il le vit, ou plutôt, il ne le vit pas. À 40 pieds de l'endroit où il se souvenait que sa porte se trouvait, s'élevant d'un petit trou bordé de pierres dans la neige, se trouvait un mince filet de vapeur presque invisible. Ce n'était pas la fumée épaisse et tourbillonnante d'un feu ardent, mais un panache doux et paresseux, comme la laine d'un homme par une journée froide. C'était la cheminée enterrée. C'était réel. Trébuchant dans les congères, il trouva la porte, un rectangle sombre presque entièrement enseveli sous la neige. Il s'effondra contre elle, frappant de ses poings gelés, sa voix n'étant qu'un croassement rauque. À l'aide, Ahara, aide-moi. La porte s'ouvrit. Un rectangle de lumière jaune et douce coupa l'obscurité tourbillonnante, et avec lui, une vague de chaleur le submergea. Ce n'était pas la chaleur sèche et brûlante d'une cheminée, mais une chaleur douce, humide et vivante. Cela sentait la terre, la fumée de bois et autre chose, le ragoût. Il tituba à l'intérieur et ferma la porte, s'isolant de la tempête. Silas resta planté là, clignant des yeux, son esprit luttant pour traiter ce que ses sens lui disaient. La petite pièce semblable à une grotte était baignée dans la lueur chaude d'une lampe. Un petit poêle dans le coin dégageait une chaleur modérée, mais l'air lui-même, les murs même, semblaient être la source du confort. Il tremblait, non plus de froid, mais du choc de la révélation. Il tendit une main tremblante et la posa à plat contre le mur de terre lisse enduit d'argile. C'était chaud. Ce n'était pas simplement, pas froid. C'était distinctement, indéniablement chaud.
Une chaleur douce et vivifiante semblait en émaner. Il regarda Ahara qui l'observait, son visage calme. Elle portait une simple robe de laine. Pas de manteau, pas de châle. Il y avait une marmite de quelque chose qui mijotait sur le poêle. Un livre était ouvert sur une petite table. Ce n'était pas un abri de fortune. C'était une maison, un sanctuaire. Toute son arrogance, toute sa certitude, tous les dogmes rigides de sa profession s'effondrèrent en poussière à ce moment-là. Il avait été un imbécile fier et aveugle. Cette jeune fille de 16 ans, avec rien d'autre que ses mains et un héritage de connaissances étranges, n'avait pas seulement construit un abri. Elle avait construit un chef-d'œuvre d'ingénierie thermique qui faisait honte au travail de toute sa vie. Il la regarda enfin, la regarda vraiment, et vit non pas une enfant folle, mais une visionnaire. Le seul mot qu'il réussit à prononcer fut un murmure étranglé. Comment? Ahara ne parada pas. Elle ne dit pas, je vous l'avais dit. Elle vit le désespoir dans ses yeux, le givre accroché à sa barbe, l'humilité profonde et fracassante qui l'avait brisé. Elle vit un père effrayé pour ses enfants. Elle désigna simplement un petit tabouret près du poêle. Asseyez-vous, dit-elle, sa voix douce. Je vais vous donner du bouillon. Elle servit un bol fumant de ragoût de lapin et le lui tendit. Alors qu'il mangeait, la chaleur se propageant dans son corps gelé, elle expliqua. Elle parla de son grand-père, le charbonnier gallois. Elle parla de la masse thermique, de la terre comme d'une batterie. Elle expliqua le principe du « gu », le conduit enterré qui forçait la fumée à payer son loyer en chaleur avant d'être autorisé à partir. Elle parlait avec une confiance tranquille, non pas comme un professeur, mais comme quelqu'un partageant une vérité simple et profonde. Silas écoutait, son esprit de bâtisseur s'emballant, reliant ses mots à la réalité physique qui l'entourait. Il comprit. Le principe était si élégant, si évident une fois expliqué, qu'il ne pouvait croire que l'humanité l'ait jamais oublié. Ils avaient passé des siècles à construire leurs abris pour combattre l'environnement, pour s'en isoler. Ahara avait construit le sien pour s'y associer, pour puiser dans ses forces intrinsèques. C'était un changement fondamental de perspective qui changeait tout. Lorsqu'il eut fini le ragoût, ses forces revenant, Ahara lui prépara un panier. Elle lui donna de la nourriture, un paquet de petits bois et 2 lourdes pierres chauffées enveloppées dans de la toile de sac. Pour les enfants, dit-elle. Mettez-les sous leur couverture. Alors qu'il se tenait à la porte, prêt à affronter à nouveau la tempête, il se tourna vers elle. Ma famille, notre bois est fini. Nous ne passerons pas la nuit. Ahara regarda son propre tas de bois modeste. Puis elle regarda l'homme qui l'avait condamné. Votre traîneau, demanda-t-elle. Il hocha la tête. Amenez-le. Nous transporterons ce dont vous avez besoin. Ils passèrent l'heure suivante dans le blizzard hurlant, chargeant son traîneau avec son bois de chauffage. Elle lui donna près de la moitié de ses réserves, un acte de générosité si profond qu'il en resta sans voix. Il ne lui avait offert que du mépris, et elle lui offrait la vie de sa famille. L'hiver 1883 finit par se briser. Quand le grand dégel arriva au printemps, la terre était parsemée de nouvelles tombes. Mais la famille de Silas Blackwood ne faisait pas partie des morts. Le campement de Providence reprit lentement vie, faisant le bilan de ses pertes et comptant ses bénédictions. L'une des premières choses que fit Silas fut de retourner à la colline d'Ahara. Il ne vint pas avec des avertissements cette fois. Il vint avec ses outils, ses 2 fils robustes et un esprit humble. Il ne proposa pas de lui construire une vraie maison. Il lui demanda si elle voulait bien lui apprendre. Ainsi commença l'éducation de Silas Blackwood. Sous la direction d'Ahara, il apprit les principes de la maison abritée par la terre. Il apprit l'orientation solaire, la masse thermique et l'élégance de l'efficacité du conduit horizontal. Il fut son premier et plus dévoué élève. Cet été-là, ils ne construisirent pas de cabane en rondins. Ils travaillèrent ensemble, améliorant la conception d'Ahara. Ils creusèrent une habitation plus grande pour une famille dont la cabane avait été écrasée par la neige. Silas, avec ses connaissances de bâtisseur, ajouta de meilleurs supports structurels et une disposition intérieure plus efficace. Ahara, avec sa compréhension fondamentale des principes, s'assura que la thermodynamique était saine. La nouvelle structure était une merveille. Fraîche en été, et l'hiver suivant, elle s'avéra être un sanctuaire de chaleur et de sécurité. Du goût de Providence, comme on finit par l'appeler, était né. Ce n'était plus la folie d'Ahara, c'était l'avenir. Au cours de la décennie suivante, le visage de la région changea.
La cabane en rondin, autrefois symbole de la détermination des pionniers, devint un symbole d'inefficacité dangereuse. Les familles commencèrent à construire dans les flancs des collines, créant des foyers plus chauds en hiver, plus frais en été et bien plus résistants aux feux de prairie qui balayaient parfois la région. Ahara devint non pas une paria, mais une enseignante respectée. Les gens venaient de mille à la ronde pour apprendre la méthode galloise, pour comprendre la sagesse tranquille qu'elle avait apportée à cette terre impitoyable. Elle ne se maria jamais, mais elle ne fut jamais seule. Elle devint le fondement d'une communauté qui apprit à survivre non pas en combattant le monde, mais en le comprenant. Elle vécut dans son Dugu pour le reste de sa longue vie, une figure tranquille et vénérée. Elle regarda des générations grandir dans les foyers chauds et sûre que ses connaissances avaient aidé à créer. Dans le journal de son grand-père, à la dernière page, figurait une seule phrase qu'elle avait lue 1000 fois dans l'obscurité chaude et tranquille de sa demeure de terre. Elle disait, « Le feu est un invité bruyant, mais la chaleur est un ami fidèle. Apprends lequel invité dans tes murs. » Elle avait appris, et ce faisant, elle les avait tous sauvés.